Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive sur le chapitre de développement d'Exploit sous Metasploit, où on essaiera pratiquement de découvrir quelques notions qui sont primordiales pour nous afin de pouvoir bien suivre ce qui va suivre. Donc, ça sera juste une petite introduction aux différents termes qu'on va pouvoir utiliser par exemple. Donc c'est très nécessaire de bien connaître le jargon avant de passer à autre chose. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va revoir à chaque fois ces définitions-là plus en détail. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par quelques définitions nécessaires, ainsi que l'architecture. Donc, on découvrira bien sûr l'architecture, ça va concerner tout ce qui est orienté langage machine, la communication entre les différentes unités de contrôle, les différents composants, etc. Donc, on va découvrir dans les prochains slides cette dernière. Donc, comme on l'a cité, ceci est un chapitre introductif sur quelques bases essentielles. Donc, principalement, ce sera des notions orientées assembleur, puisque ce langage va être utilisé plusieurs fois tout au long de cette formation. Bien sûr, ce sera des définitions basiques, et au fur et à mesure, pour chaque présentation, nous allons essayer d'affiner ces notions-là. Donc la première notion qu'on va pouvoir découvrir, c'est bien sûr la notion de registre, sachant que le registre c'est comme si on veut des c'est des petites zones qui sont du processeur qui sont découpées, telles que donc on va prendre l'exemple dans l'architecture x86. Sachant que l'architecture x86 regroupe les microprocesseurs compatibles avec les jeux d'instructions d'Intel 8086. Cette série, juste en guise d'information, est nommée IA32. Donc, un constructeur de microprocesseur pour PC doit maintenir une compatibilité descendante avec des jeux d'instructions s'il veut que le logiciel déjà écrit fonctionne sur les nouveaux microprocesseurs. Donc, on va prendre par exemple, comme on l'a dit, l'exemple au niveau de ces architectures-là. Dans les architectures x86, le processeur comporte 4 registres de travail, 6 registres d'offset, 6 registres de segments, un registre d'état et un pointeur d'instruction. Donc ces différents registres, on va les découvrir dans les prochaines, dans les prochains slides. Mais bien sûr, la première question qui doit se poser, c'est quoi d'abord l'assembleur pour vous? Un langage d'assembleur, donc est un langage de programmation qui est appelé aussi langage de bas niveau, donc qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. Donc la combinaison de bits du langage machine sont représentés par des symboles mnémoniques, comme on dit. C'est-à-dire que facile à retenir. Donc, le programme assembleur convertit ces mnémoniques en langage machine en vue de créer, par exemple, un fichier objet ou un fichier exécutable. Dans la pratique courante, le même terme assembleur est utilisé à la fois pour désigner le langage d'assemblage et le programme assembleur qui traduit. Donc, on parle ainsi de programmation en assembleur. Donc il y a aussi une notion qui est assez intéressante qu'il faut connaître, donc qui est le buffer et d'où vient ce qu'on appelle le buffer overflow. Donc le buffer pour tampon, donc à chaque fois qu'on veut exécuter une suite d'instructions, il faut la charger dans la mémoire. Donc c'est ce chargement qui se fait au niveau d'un tampon, c'est ce qu'on appelle le buffer. D'où vient la vulnérabilité du buffer overflow. On ne va pas revenir sur les détails qu'on a pu découvrir au niveau de la première présentation, donc au niveau hacking et sécurité, donc le premier et le deuxième niveau. On va juste rappeler rapidement ce qu'est un buffer overflow. Donc, un buffer overflow, c'est un dépassement tampon. Donc, on va essayer de bypasser la zone qui est octroyée à l'écriture par rapport, par exemple, à une variable x ou y, afin d'écraser les adresses mémoire et pouvoir y injecter des adresses spécifiques à l'exécution de certains shellcodes. Un debugger est une notion qui est assez intéressante aussi, vu qu'on va utiliser GDB mais aussi Immunity Debugger. Un debugger est un logiciel qui aide un développeur à analyser des bugs, des programmes. Pour cela, il permet d'exécuter le programme pas à pas. Donc, il affiche les valeurs des variables à tout moment, chronologiquement parlant, et permet de mettre en place des points d'arrêt. Et c'est ce qu'on appelle des breakpoints
sur des conditions, sur des lignes du programme. Donc il s'agit d'applications à programmation informatique du processus troubleshooting, autrement dit, c'est ce qui va nous permettre de détecter des bugs officiellement, mais après ce genre d'application est utilisé afin d'analyser par exemple une application, trouver les points faibles, etc. Donc ça va nous permettre beaucoup de choses, donc on verra après comment on va faire. Donc après, un shellcode c'est quoi? Donc un shellcode c'est un code malicieux, donc comme on l'a dit, généralement qui est créé en langage machine, donc c'est les x90, x80 que vous êtes, que vous voyez à chaque fois. Donc, le buffer overflow a pour but, donc par exemple, juste pour voir un petit exemple du shellcode, d'écraser les adresses mémoire afin de renvoyer vers l'adresse d'un shellcode qui lui exécutera une instruction malveillante, par exemple. Donc, tout ça se passe bien sûr au niveau d'un stack, donc la pile. Donc, on verra plus tard donc dans la prochaine présentation les éléments de cette dernière. Et bien sûr, il faut aussi avoir quelques exemples, voir quelques exemples de vulnérabilité applicative pour comprendre beaucoup plus ces derniers, donc tels que format mastering qu'on a pu découvrir lors de la précédente formation, donc avec une sécurité niveau essentiel. Mais bien sûr, il faut aussi pouvoir comprendre l'architecture qu'on est en train d'utiliser. Donc déjà pour voir, donc on a les différents éléments de cette dernière. Donc on a les input-output, donc tout ce qui est périphérique d'entrée et sortie. On a le CPU, donc le processeur, et la mémoire. Donc il faut savoir que n'importe quel élément est interconnecté grâce et permet aussi donc pour la communication, donc communique grâce à ce qu'on appelle le bus. Donc ces derniers, donc les périphériques d'entrée-sortie, la mémoire et CPU communiquent grâce à ce dernier. Donc le CPU, c'est ce qui permet d'exécuter toutes les instructions, mais ce dernier, il faut d'abord bien sûr aussi comprendre les éléments de ce dernier. Donc on va essayer de se focaliser sur ce dernier, puisque c'est l'élément le plus intéressant pour nous. Donc sachant que il faut savoir que l'élément le plus vulnérable, donc qui permet par exemple, qui permet l'exécution de vulnérabilités applicatives et la non-sécurisation de cette dernière, vu que il y a une erreur dès la conception de ce dernier et le microprocesseur. Donc il différencie pas entre instruction de gestion et de contrôle. Donc on va essayer de voir une architecture basique d'un CPU. Donc on a l'unité de contrôle, les registres, les flags et l'unité d'exécution. Donc c'est très important à connaître, ce qui nous permettra d'avancer petit à petit. Donc il faut savoir que l'unité de contrôle est responsable de recevoir et de décoder les instructions et bien sûr aussi stocker quelques informations en mémoire. L'unité d'exécution, elle est placée là où il y a, le point d'exécution courant. On a les registres aussi, les zones mémoire au niveau du CPU. Et bien sûr, on a les valeurs qui changent, bien sûr, chronologiquement parlant. Et on a les flags. Donc, c'est ce qui permet d'indiquer des événements en cours d'exécution. Pendant cette présentation, nous avons pu avoir une petite introduction à quelques termes qui nous seront utiles tout au long de cette formation et bien sûr nous avons jeté un petit coup d'œil au niveau de l'architecture qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va essayer de passer à la découverte des registres, mais ça va changer maintenant un petit peu puisqu'on va essayer de se focaliser sur de la pratique pour comprendre ce qui se passe au niveau des registres. On va aussi essayer de coder un petit programme en assembleur, etc. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler des différents registres en mémoire, mais aussi on va essayer de mettre en pratique le coding au niveau de ce dernier. On va essayer de voir comment ça se passe au niveau de la mémoire en utilisant des debuggers tels que GDB, mais aussi on va voir comment on va écrire un petit programme en assembleur qui va essayer, qui va enlever l'ambiguïté sur les différents registres dont on aura parlé. Donc ça sera vraiment très très intéressant et je vous encourage vivement à suivre ce qui vient. Donc on va commencer notre présentation par une petite introduction, suivie par la présentation des différents registres et le rôle de chacun, la structure au niveau de la mémoire et un lab
on mettra en pratique ce qu'on aura découvert et vous verrez que ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attirant aussi quand cela devient de la pratique. Donc il faut savoir qu'un registre est un élément de la mémoire au niveau d'un ordinateur qui est extrêmement rapide. Donc il est aussi listé parmi les plus rapides parmi tous les éléments de la hiérarchie mémoire. Donc généralement les registres sont mesurés par le nombre de bits, donc elles peuvent détenir elles peuvent être entre 8 et 32 bits. Donc bien sûr on a différents registres qui sont par exemple qui sont reliés directement au, à des fins système, donc tels que pour les flags, les segments, encore index. Donc ils sont responsables, les registres bien sûr, pour toute performance, aussi bien donc au niveau des fonctions système, et ils détiennent pour la plupart du temps des valeurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. Donc on va découvrir maintenant la liste de ces derniers. Donc on va commencer par le premier registre qui est le registre OAX. Donc c'est ce qu'il est aussi appelé un accumulateur. Donc il est utilisé pour stocker des informations, donc aussi pour des opérandes. Donc généralement c'est du 32 bits. On a le BX, donc il est aussi appelé registre de base. Donc c'est un pointeur vers les informations, donc encore une fois 32 bits. On a le CX, donc utilisé comme compteur, donc surtout quand on est en train de parler de boucle. 32 bits aussi. Donc en passant une fois fait à le DX, donc le DX qui concerne l'enregistrement des informations, surtout les input-output, les pointeurs des input-output. Bien sûr 32 bits aussi. On a le SI et le DI, donc c'est des registres d'index et des pointeurs data, donc des pointeurs d'information pour les opérations au niveau de la mémoire. Bien sûr, encore une fois, c'est du 32 bits. On a l'USP ensuite, donc c'est un stack pointer, donc il pointe sur le stack, donc c'est un registre qui pointe vers le stack et il explique exactement, donc il pointe exactement et il ramène l'information exacte où on est, donc où se passe exactement l'action au niveau du stack. On a encore une fois ensuite le BP, donc c'est un pointeur encore une fois aussi du stack, donc 32 bits. Et le IP, donc ce sera aussi intéressant pour nous, c'est le compteur du programme, donc c'est un pointeur d'instruction. Et bien sûr, on a ce qui reste, les SS, les SD, le SCS, CFS et GS, c'est des registres segments, donc c'est du 16 bits. Donc tout ce dont on a découvert maintenant va nous être très très intéressant. Donc, il va nous permettre une exploitation de la mémoire qui sera vraiment très très intéressante. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'on va voir comment ça se passe au niveau de la mémoire et on va écrire un petit programme qu'on va ensuite débugger. Donc, bien sûr, il faut comprendre la structure par rapport à la mémoire avant de passer à plus de pratique. Donc, on a tout d'abord le segment data, donc qui est très intéressant. Donc, il contient toutes les informations, donc les données initialisées. Donc, ils vont directement ici. On a le BSS, euh, donc qui contient toutes les infos, toutes les données qui sont non initialisées. On a le segment texte, donc toutes les instructions du programme sont définies ici. On a ensuite ce qui est intéressant aussi, le heap et le stack. Donc le stack, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui contient nos variables et les différentes données. Et bien sûr, il faut bien sûr appeler juste rapidement ce qu'est un heap. Donc un heap est un tas. Donc c'est une structure de données de type arbre qui permet de retrouver généralement directement l'élément que l'on veut traiter en priorité. Ça, c'était concernant la logique du tas, mais il faut savoir que le tas ou le heap est un des deux segments mémoire utilisés dehors de l'allocation dynamique de mémoire durant l'exécution d'un programme informatique.
L'autre segment de mémoire utilisé lors de l'allocation dynamique de mémoire est la pile d'exécution, ce qu'on a découvert, qui est le stack. Donc je rappelle juste rapidement encore une fois le fonctionnement du stack, ce qui est très intéressant. Donc c'est une structure de données de type pile qui sert à enregistrer des informations au sujet des fonctions actives dans un programme informatique. Donc une pile d'exécution est utilisée pour emmagasiner plusieurs valeurs, mais sa principale utilisation est de garder la trace et l'endroit où chaque fonction active doit retourner à la fin de son exécution. Donc, si par exemple un programme dessine carré appelle une fonction dessine ligne, à quatre endroits différents, la fonction dessine ligne doit avoir en moyenne de savoir où poursuivre l'exécution à la fin de chacune de ces exécutions. Donc, cela est fait par chacun des appels à la fonction dessin ligne qui place l'adresse de l'instruction suivant l'appel, donc bien sûr l'adresse de retour, sur la pile d'exécution avant de transférer le contrôle de l'exécution à la fonction dessin ligne. Maintenant qu'on a découvert tout ça, donc on va passer à la pratique, on va écrire nos deux programmes. Donc le programme où on va essayer d'explorer les différents éléments de la pile et un autre programme en assembleur pour pouvoir pratiquer ce dernier, juste pour comprendre les différents éléments, les différents registres qu'on a pu découvrir. Une fois au niveau de notre système Nocali, il faut savoir que ce premier exercice va consister à créer un petit programme avec lequel on va essayer de voir le fonctionnement de l'EIP principalement. Donc rappelons que l'EIP pour Extended Instruction Pointer, ou donc c'est un compteur de programme donc, qui est au niveau d'un registre 32 bits et qui contient la valeur de la prochaine instruction à exécuter. Donc on verra comment ça va se passer au niveau de l'écrasement des adresses mémoire afin de pouvoir donc bypasser les différentes restrictions et exécuter des fonctions qui normalement ne doivent pas l'être. Et vous pourrez ensuite comprendre les différentes possibilités qu'on va pouvoir exécuter lors de l'exécution dans un monde réel d'une telle attaque et vous comprendrez l'ampleur des choses. Donc la première chose qu'on va faire, moi j'ai créé rapidement un dossier document, donc document qui s'appelle registre pour comprendre tout ça donc rapidement, donc que je vais appeler eip.c. Donc on va ensuite créer un petit programme, donc on va créer notre main, donc on va donner les différents arguments. Voilà. Donc ensuite, on va effectuer un petit test par rapport à la longueur, comme ceci. Donc, et on va donner un petit message. Donc, veuillez donner un argument valide. Et on va effectuer un exit du programme. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc maintenant, on va créer une variable qui a pour nom buffer. Donc on va lui donner donc 10 comme espace, donc comme tel. Donc c'est un tableau, c'est un tableau de caractères. Et qu'ensuite, on va effectuer une copie de l'argument donné par l'utilisateur dans notre tableau, donc buffer. Ensuite, on va afficher la valeur que l'utilisateur nous a donnée, la valeur entrée i, et on va faire un printf. J'ai juste oublié ici le f. Et on va, ici, c'est directement buffer. Donc voilà ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc ceci concerne notre fonction main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction appelée
interdit et on va essayer d'y rajouter l'instruction, donc juste un petit affichage, donc fonction interdite d'accès. Donc normalement quand on va appeler le programme, il va appeler le main et logiquement on ne devra pas pouvoir appeler cette dernière, mais on verra que c'est possible parce que on va essayer d'écrire dans une zone mémoire, donc on va essayer d'écraser si on veut la zone mémoire qui est l'UIP. Donc on va essayer d'écraser l'UIP afin d'exécuter cette fonction qui est normalement interdite. Vous l'aurez compris. Donc on va essayer d'écraser cette dernière en donnant une valeur qui est plus grande que celle qui est octroyée au tableau buffer qui est 10. Donc on va voir tout ça maintenant ensemble. Maintenant que c'est fait, nous allons bien sûr compiler notre programme UIP.c. Donc le out sera UI par exemple. Donc voilà, on a pu compiler notre fichier donc UI. Juste une petite remarque, donc au niveau de notre code source UIP.c, la deuxième c'est pas accès, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est argv. Donc maintenant ce que c'est fait, nous allons utiliser notre debugger GDB. Donc pour rappeler donc un petit programme au niveau de GDB, il suffit de taper GDB et le nom de notre programme. Donc voilà, c'est fait. Donc afin de désassembler donc une fonction, donc il suffit de taper disas. Donc déjà disas c'est pour disassemble, mais vous pouvez juste utiliser disas, le programme reconnaîtra directement et le nom de notre fonction qui est interdit. Donc ce qu'on peut remarquer c'est l'adresse suivante. Donc cette adresse montre le point où le chargement des paramètres commence. Donc c'est là donc c'est cette adresse qu'on va essayer d'exploiter. Donc le module commence à partir de cette dernière. Donc pour pouvoir donner des paramètres, par exemple à cette dernière, donc on va juste taper run. Donc ensuite de là, on va taper, donc on va utiliser -e print. Donc et c'est là que va commencer le petit jeu. Donc on va donner 14 fois le caractère A, donc sachant que notre tableau ne peut en contenir que 10. Ensuite, on va donner l'adresse suivante, donc comme ceci. C'est très important de respecter ce qu'on va voir tout de suite. Donc XE6, donc vous aurez X6E pardon. Donc vous l'aurez compris, c'est la valeur qui est inversée. Donc on va commencer comme ceci. Donc en allant avec cette logique là. Vous l'aurez compris, c'est très normal vu qu'on est dans le stack, donc qu'on est dans une pile et qu'on est en train d'empiler les différents éléments comme vous l'aurez compris. Donc ensuite, donc on va continuer avec les différentes valeurs. Une fois que vous aurez exécuté la commande dont on a parlé, donc vous remarquerez donc la valeur entrée, donc les 10A dont on a le droit d'entrer, et ensuite on a pu donc écraser le IP et appeler la fonction interdite d'accès. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est dangereux ce genre de manipulation et la panoplie d'actions que vous pouvez effectuer avec cette dernière. Donc je vous donne juste un petit exemple. Donc en ajoutant donc le C ici. Donc on va injecter 500 fois la valeur C dans cette zone mémoire. Donc comme vous verrez, c'est vraiment, comme vous êtes en train de voir, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et on verra plus dans les prochaines vidéos à quel point cela peut être très grave, donc ce genre de manipulation et que ça peut aller vraiment très loin. Donc maintenant qu'on a découvert ça, donc on va rapidement donc en finir avec le petit programme. Donc, et on va créer un autre programme appelé F pour first, donc assembleur programme. Donc fast.
.as, donc ce sera notre premier programme en assembleur. Donc on a beau juste pour comprendre ce qui se passe au niveau des registres, comme on a pu le découvrir. Donc la première des choses qu'on va effectuer, donc c'est d'initialiser la section data. Donc ensuite, on va déclarer une variable hello. Donc hello pour hello world. Donc ce sera notre premier programme en assembleur pour donc il va consister à créer un petit programme donc appelé hello world et qui affichera rapidement un petit hello à l'utilisateur. Ensuite, on va déclarer donc le type de la variable qu'on est en train d'utiliser qui est donc de l'ASCII. Donc voilà, donc qui est hello, donc, la valeur de cette dernière. Donc ensuite, on va rapidement juste initialiser la section texte et effectuer un global start, donc la section globale. Donc on va initialiser, qui on va appeler le start donc le start qui définit le commencement de notre code. On va tout d'abord commencer par effectuer un move pour charger les écritures pour donc les appels système donc au niveau de l'OAX, donc le nombre d'appels système. Donc pour effectuer cette dernière, il suffit juste de taper donc $4 pour spécifier 4 et donc tous les registres commencent par un pourcentage EAX. Ensuite, on va pouvoir loader donc dans le BX donc pour pouvoir afficher dans une console. Donc vous devrez avoir juste rapidement vu quelques petites bases de l'assembleur que je vous aurai passé donc au niveau des ressources. Donc vous aurez tout le temps de voir ça. Donc 1 va spécifier l'affichage donc au niveau de la console. Ensuite, on va faire un move donc de l'actuelle variable, donc la variable hello au niveau du registre ECX. Donc, comme on a pu découvrir au niveau théorique, donc notre variable hello pourcentage ECX. Et ensuite, on va donner la longueur de notre variable au registre EDX. Donc $5. Et donc comme on a dit avant tout registre, on a un petit pourcentage. Et on va appeler, donc on va donner une interruption software. Donc 0x80. Donc in c'est pour interruption. Et ensuite on va faire un move. Donc c'est pour appeler faire un appel système de l'exit. Donc une fois affiché. Donc dans le AX. Et ensuite, on va donner le paramètre pour effectuer un exit, donc sortir du programme. Le $0 à l'EBX. Donc vous trouverez un petit livre expliquant tous les détails au niveau de l'assembleur, puisque c'est un prérequis de la formation. Et 0x80. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va enregistrer, on va fermer. Et donc juste une petite remarque, donc ici c'était pas AS, donc on va juste changer le nom. Donc face.s, c'est face.s. Donc voilà, on a notre fichier. Donc maintenant, il nous faut spécifier que c'est grâce à la commande suivante. Donc j'ai fait donc exprès de laisser quelques petites erreurs. Comme ça, vous voyez, donc c'est comme un pré-compilateur si on veut, donc qui vérifie les différentes erreurs au niveau du programme. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Donc il faut toujours bien vérifier le nom des registres que vous êtes en train d'utiliser. Donc c'est vraiment très sensible. Donc, pour l'instant, pour le nom de registre, on n'en a fait aucune erreur. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Donc il faut spécifiquement ajouter les 2 points avant le global start.
on va fermer notre programme, enregistrer. Ensuite, on va donc précompiler si on veut. Voilà, on n'a plus d'erreur, c'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir compiler notre programme grâce à l'instruction suivante. Donc LD, donc normalement, ça sera automatiquement, il y aura automatiquement un fichier qui a été, voilà, un fichier qui a été créé sous le nom a.out. Donc on va pouvoir utiliser donc grâce à la commande ld donc a.out donc -o donc et on va spécifier dans le fichier programme notre out. Et enfin nous allons lancer notre programme et voilà, nous avons notre premier Hello World en assemblant. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas extrêmement difficile. Donc j'ai fait exprès juste que vous voyez rapidement quelques petites bases et vous compreniez les différents éléments du registre et la gravité. Donc on n'est pas ici en train de faire un cours au niveau de l'assembleur, mais c'est juste rapidement pour voir comment ça se passe. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les différents éléments registre segment, mais aussi essayer de voir ça au niveau pratique. Donc juste pour passer un petit peu des différents éléments qui sont assez ennuyeux au niveau de la théorie et voir un petit peu tout ça en pratique. Donc j'étais pas en train de faire un cours concernant l'assembleur, mais j'étais en train de vous présenter juste rapidement la structure au niveau donc programmation pour pouvoir comprendre bien ce qui se passe au niveau des différents registres mémoire, etc. J'espère que ça a été fructueux pour vous. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne le Fusin qui entre dans le chapitre du développement d'exploits sous Metasploit. Effectivement, cette présentation est la base de ce qui va venir, surtout en termes de développement d'exploits. Donc on va se baser sur cette dernière afin de trouver notre vulnérabilité et puis on va pouvoir aller petit à petit dans la prochaine présentation jusqu'au développement d'exploits et l'intégration de ce dernier au sein de Metasploit. On va essayer de voir bien sûr ce qui se passe au niveau des registres les plus importants tels que le IP ou encore le SP et on va voir comment on va pouvoir manipuler quelques paramètres, effectuer de fuzzy tests afin de pouvoir détecter une vulnérabilité et l'exploiter. Donc c'est une vulnérabilité qui est de type buffer overflow. Donc le plan de la présentation sans plus tarder est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le plan de ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de la présentation. Et on va finir par là pour mettre en pratique le Fusin, ou autrement appelé dans certains livres et requêtes, donc le fuzzy test. Donc il faut savoir que le fuzzy test est le fait d'insérer plusieurs variables aléatoires et les envoyer à un programme pour analyser son comportement. La plupart du temps, le comportement de ce dernier sera un crash. Donc c'est notre but, c'est de pouvoir crasher donc principalement l'application afin de pouvoir exploiter donc ce bug à notre avantage. Donc c'est le si crash IA, on a un certain type de vulnérabilité. On prendra par exemple le type des buffer overflow. Donc on pourra ainsi exploiter cette vulnérabilité à notre avantage donc le fast test qu'on va pouvoir effectuer dans notre cas. Donc on va pouvoir utiliser un serveur Fable Buffer Overflow, on va pouvoir effectuer un Buffer Overflow et analyser ce qui se passe au niveau des registres, avoir une petite introduction à GDB et à Immunity Debugger. Dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir découvrir comment on va passer d'un simple petit bug au développement d'un exploit, d'un module d'exploit au sein de Metasploit directement. Donc on ira petit à petit jusqu'à pouvoir faire ceci. Donc ce qu'on va découvrir pendant cette présentation est le Fusin d'applications web rapidement. Donc on va juste voir quelques exemples d'outils de Fusin d'applications web. On va pas les mettre en pratique, donc je vais juste vous le montrer rapidement on les a découverts pendant la présentation précédente, dans la formation précédente, pardon. On va aussi découvrir GDB Immunity Debugger.
Et on va essayer donc de faire notre test au sein d'un serveur vulnérable Buffer Overflow. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble en pratique. La première des choses, c'est qu'il nous faudra exécuter notre programme vulnérable. Donc je l'ai déjà compilé. Vous trouverez le code source au sein de donc de l'onglet de ressources. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est lancer l'invite commande et lancer notre serveur. Donc je l'ai posé dans ces deux points. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le fichier main.exe. Donc si vous tapez main.exe, on vous demandera donc d'ajouter un port. Donc on prendra par exemple le port 200 dans ce cas. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en allant vers cmd, encore une fois notre invite commande, et en lançant la commande netstate et -an. Donc normalement vous aurez la connexion au port 200, donc voilà, qui a été lancée. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de nous connecter vers ce serveur. Donc on va ouvrir, donc on va juste utiliser le navigateur de commande qu'on a déjà. Donc et taper par exemple telnet, donc localhost et le port. Une fois fait, vous serez connecté directement au serveur. Donc ce qu'on va essayer de faire dans un premier lieu, c'est de donner quelques valeurs aléatoires. Donc juste A par exemple plusieurs fois pour voir le comportement de notre petit programme. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun comportement qui est bizarre ou qui est exploité. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'agrandir le nombre de valeurs envoyées afin de voir si cela va provoquer un buffer overflow par exemple, etc. Donc bien sûr il y a des techniques qu'on va utiliser sans plus tarder dans les minutes qui viennent et qui nous permettront de détecter donc rapidement ces buffers, donc à la place de rentrer le tout à la main. Donc, et on va lancer et voilà, donc c'est parfait pour nous. Nous avons pu déclencher un buffer overflow, donc on a pu cracher notre application. Donc, ce qui est parfait pour nous, en donnant assez de caractères A, donc on a pu cracher l'application. Donc la valeur suivante, donc les 41, 41, 41, c'est la valeur de l'offset, donc qui nous permet de prouver euh, que nous avons pu écrire au niveau de l'EIP, donc avec un caractère A, puisque 41 représente le caractère A. Donc, bien sûr, l'offset est l'adresse sur laquelle le crash s'est effectué et veut dire, donc bien sûr, donc, ce message veut dire que l'application, donc autrement dit, l'application ne sait pas comment procéder suite à la réception de ces informations. Donc maintenant, on va essayer de voir plus profondément ce qui s'est passé afin de pouvoir plus en détail, on peut exploiter cette vulnérabilité plus en détail et donc sortir avec de, le maximum de bénéfices de cette vulnérabilité. Maintenant, la prochaine étape, on va aller vers Kali Linux et on va envoyer d'autres valeurs aléatoires donc, afin de pouvoir comprendre ce qui se passe plus exactement. Donc, le plus important, c'est analyser la façon avec laquelle donc, se comporte notre application. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller vers Kali Linux. Une fois au niveau de Kali Linux, donc pour moi, je vais me diriger vers le bureau. Ensuite, on va créer un fichier TXT qui contient plusieurs valeurs aléatoires, donc plusieurs A et plusieurs B, afin de spécifier à peu près là où se situe donc l'adresse qui nous intéresse. Donc c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. On va répéter ce procédé avec une variable différente, donc en ajoutant le B, afin de trouver où exactement l'IP est écrasé. Donc cette fois, on va le faire au niveau de Kali Linux. Mais tout d'abord, on va créer ce fichier TXT qui contient ces valeurs-là. Donc comme qui suit, donc print. Donc on va afficher 300A et 300B par exemple.
et on va mettre le tout dans un fichier, donc junk.txt. Une fois créé, nous allons donc afficher le contenu du fichier junk.txt, et voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant qu'on a créé ces informations, on va essayer de les envoyer, donc encore une fois via Internet. Donc ce qui nous motive derrière cette manipulation, c'est qu'on va essayer de spécifier donc à peu près où se situe exactement l'adresse sur laquelle le IP est écrasé. Donc si on a des adresses 41, 41, 41 comme tout à l'heure, ça veut dire que ce sera entre le premier le caractère 300. Si on a 42, 42, 42, ce sera entre 300 et 600. Donc cela dépendra de l'offset qu'on va avoir. Donc on va essayer ça tout de suite. On va revenir vers notre petit serveur vulnérable. On va le lancer. Maintenant que c'est fait, nous allons essayer de nous connecter donc au sein de notre machine vulnérable, donc qui contient le serveur, le port de son et le fichier junk.txt qui contient les payloads qu'on a spécifiés. Donc on va, pour vérifier, vous pouvez toujours afficher via ipconfig. Donc on va revenir et on va lancer donc l'exploitation. Donc en revenant ici, donc voilà, on a les 42, 42, 42. Donc c'est parfait pour nous. Donc ça veut donc l'écriture se fait au niveau de la deuxième partie. Donc entre le 300, donc le caractère numéro 300 et le caractère numéro 600. Donc c'est ce qui est effectivement parfait pour nous. Donc maintenant ce qu'il nous faut faire, c'est qu'on va essayer de créer des valeurs aléatoires pour spécifier exactement où ça se passe, pour localiser le nombre exact de bits pour lequel le crash existe. Donc on va utiliser l'ancienne méthode, mais on a besoin de modifier notre petit script donc plusieurs fois afin de trouver l'adresse exacte du crash. Donc on peut utiliser ce process en utilisant des outils traditionnels comme on l'a fait par exemple en utilisant un petit script Ruby, donc ce qui n'est pas très utile. Et on peut aussi utiliser des outils de Metasploit. Donc, par exemple, le pattern create qui permet de générer des larges patterns d'informations. Donc, comme ceci. Donc, user, on va aller directement au sein de user share Metasploit framework tools. Et enfin, on va utiliser l'outil donc pattern create. Voilà, qui va nous permettre de créer. Donc, ce procédé va nous permettre de créer 600 bits d'informations aléatoires. Donc, on peut envoyer à notre application. Donc, le bénéfice d'utiliser ce genre de génération d'input va nous aider à trouver exactement le nombre de bits pour écraser l'UIP. Donc, on verra à quel point cela peut devenir vraiment très facile en utilisant des outils pareils. Donc, pattern. Donc create.rb, comme vous pouvez le voir, et on va ajouter 600. Donc voilà, quand vous allez juste rapidement, je vais faire comme ça vous allez voir exactement l'adresse, le pattern qui a été créé. Donc c'est parfait pour nous. Donc vous pouvez toujours le créer dans un dossier, donc au bureau par exemple, comme ça c'est plus facile. Par exemple pattern. Vous pouvez toujours le créer au niveau du bureau pour que ça se passe un peu plus facilement pour vous. Donc voilà, bureau, pattern, par exemple, .txt. Donc voilà, le fichier a été créé. On va se diriger vers le bureau juste pour vérifier. Donc 4, pattern. Donc c'est parfait. Et maintenant, vous pouvez une fois encore envoyer ce dernier vers votre machine cible afin de pouvoir spécifier exactement où se passe le problème. Donc en revenant ici, donc vous avez des informations exactes sur où se passe plus précisément donc le bug. Donc maintenant qu'on a pu faire ceci donc d'une manière plus traditionnelle si on veut, on va lancer Immunity Debugger donc afin d'analyser les mieux. Donc Immunity Debugger est un debugger de renommée mondiale, donc c'est le plus intéressant et il permet vraiment
de faire extrêmement de choses. Donc, parmi eux, l'analyse par rapport au registre. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations au niveau des SEH. Donc, on va pouvoir voir plus tard les breakpoints, savoir des informations tout au long de l'exécution au niveau de la mémoire, etc. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse le plus, donc on va laisser ça dans ce qui concerne le chapitre concernant le reverse engineering, donc le module concernant le reverse engineering, et on va se concentrer sur spécifiquement le physine, donc juste pour voir exactement ce qui se passe au niveau des registres. Donc ceci c'est juste une petite introduction et multi-debugger. Donc on va aller vers attache et on va donc on va juste relancer notre petit programme et l'attacher bien sûr à Immunity Debugger. Main.exe et le port 200. Donc voilà, on fait file, attache et on va choisir main, donc le processus qui va avec notre petit programme. Donc on va attacher pour voir ce qui se passe au niveau de la mémoire comme vous pouvez le voir et on va lancer notre application. Donc ça marche parfaitement bien pour l'instant. Donc ici vous avez quelques informations, vous pouvez les voir en bas. Donc si vous voulez lancer le programme, vous voulez arrêter l'exécution, analyser ce qui se passe, donc ajouter, donc on passe une step devant, donc revenir en arrière, puis une step bien sûr aussi, faire un trace over, aller dans l'adresse des assemblées, et vous pouvez toujours encore une fois relancer le programme et d'autres options qu'on va pouvoir voir plus tard. Donc maintenant que vous avez fait cette manipulation et que vous avez attaché le process, on va essayer de revoir comment ça se passe au niveau des registres. Donc, on va juste le faire d'une manière locale cette fois-ci encore. Donc, on va lancer CMD et on va se connecter grâce à la commande telnet 192.168. Enfin, juste localhost, pas la peine de taper toute l'adresse. Localhost et c'est bon. Voilà. Et nous sommes connectés. Donc on va maintenant essayer d'entrer les mêmes informations pour voir ce qui se passe, mais bien sûr on va entrer une grande quantité par exemple de A. Donc juste pour provoquer le bug et voir ce qui se passe entre autres au niveau des... donc vérifier ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc déjà ici vous avez ce qui se passe au cours de l'application, au cours des registres, etc. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. On verra à quel point ce sera intéressant quand on passera aux choses sérieuses surtout. Donc quand on va parler de reverse engineering, donc vous allez être capable d'utiliser multi-debugger ou encore OliDBG. Donc ce sera vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, et on va lancer ça. Donc une fois qu'il détecte qu'il y a un petit problème, donc comme vous pouvez le voir, on a la connexion, on a les valeurs qui sont copiées et l'écriture au sein de l'UIP. Donc voilà, l'UIP a été réécrit avec les valeurs de AAAAA, comme vous pouvez le voir. Donc on verra plus tard comment ça se passe plus profondément. Donc c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de la mémoire. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on va voir comment on va pouvoir exploiter tout ça à notre avantage. Donc vous pouvez visualiser comment ça se passe étape par étape, donc comme vous pouvez le voir. Donc ce qui nous intéresse au plus, c'est au niveau des registres, donc l'écriture, l'écrasement de la valeur au niveau de la mémoire. Donc c'est ce qui est le plus intéressant pour l'instant. Il y a aussi un point qui est aussi intéressant donc au niveau de tout ça. Donc voilà, on va lancer. Une erreur s'est produite, donc c'est parfait, c'est le but, ouais. Voilà, on peut pas ajouter, on peut pas continuer. Donc vous pouvez avoir d'autres informations qui sont aussi très intéressantes. C'est en allant vers View, en voyant les modules exécutables, donc tous les skis modules euh, qui sont nécessaires à l'exécution du main. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tous les modules qui sont primordiaux à l'utilisation de notre main. Bien sûr, vous pouvez aussi analyser plus en détail tout ça. Donc, ça reste tout aussi intéressant. Et vous allez pouvoir voir à quel point ça peut vraiment aller loin.
Donc voilà, cette première partie est finie. Donc on va se diriger maintenant vers Kali Linux et on va essayer de voir ce qui se passe cette fois-ci au niveau de GDB avec le programme qu'on a pu utiliser euh, donc avant par rapport par rapport à la présentation sur les registres. Une fois au niveau de Kali Linux, nous allons essayer d'utiliser le programme dont on a parlé, donc le programme qu'on a utilisé au niveau des registres, qui est le suivant, donc qui consiste à utiliser, donc à donner des arguments. Donc on affichait l'argument donné, on avait une fonction interdite qu'on essayait donc d'afficher en utilisant un buffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger cette dernière au niveau de GDB, donc ce petit programme en utilisant GDB et le fichier de sortie. Donc pour moi, c'est p.out. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lancer le programme en utilisant quelques variables. Donc on va utiliser par exemple hello. Donc voilà, le programme va afficher hello. Donc on va ici taper alform, juste pour un petit exemple. Donc maintenant, on va essayer de lancer avec plusieurs valeurs, donc pour voir ce qui se passe. Donc voilà, donc maintenant il n'y a toujours pas d'écriture au niveau, donc on n'a pas toujours réussi à écrire au niveau de l'UIP, donc on n'a pas encore réussi à écraser, donc on va essayer d'ajouter petit à petit. Donc voilà, c'est parfait, nous avons réussi à écrire au niveau de l'UIP. Donc voilà les 41 qui spécifient donc les A dont on a parlé. Donc on a réussi à écrire au sein de cette dernière. Donc c'est vraiment euh, parfait pour nous. Donc c'est le but en fait de tout ce qu'on est en train de faire. Et vous pouvez bien sûr visualiser à chaque moment ce qui se passe au niveau des registres en tapant donc la commande info et registers. Voilà, vous pouvez avoir toutes les informations concernant les registres. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant à utiliser et c'est vraiment très très facile aussi. Donc GDB permet plusieurs manipulations, même si Immunity Debugger reste beaucoup plus simple à utiliser. Donc maintenant qu'on a pu découvrir tout ça, donc le but de toutes ces explications, c'est de pouvoir écrire un exploit. Donc on va passer à la prochaine vidéo, on essaiera de développer tout ça, donc afin d'écrire un exploit proprement dit. Bien sûr, vous pouvez afficher le contenu grâce à liste. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les techniques, enfin une des techniques principales de Fusin, ainsi que l'utilisation d'outils de debugging afin d'analyser ce qui se passe au niveau des registres. Ainsi, c'est la base pour la construction de l'exploit qui va venir. On verra aussi le bypassement de SEH, donc le SEH rapidement qui est là pour stopper le crash de l'application. Donc on va voir tout ça ensemble. Ça sera extrêmement intéressant. Je vous encourage à bien suivre ce qui suit. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est vraiment extrêmement intéressante et qui consiste sur le coding d'Expass ou Metasploit. Cela rentre dans le chapitre du développement d'Expass ou Metasploit, donc ce sera vraiment une vidéo très très intéressante où je vais essayer de vous initier au coding d'Exploit. Donc le but premier est l'intégration d'Exploit au niveau de Metasploit, donc le coding direct d'Exploit au niveau de ce dernier, mais bien sûr j'ai fait exprès d'insérer un petit module donc bonus si on veut sur la méthodologie de détection d'exploit. Donc on va se baser sur le, euh, le serveur donc vulnérable au buffer overflow qu'on a pu découvrir dans la vidéo sur le fuzzing. Donc on va se baser sur ce dernier, vous en aurez besoin, Immunity Debugger et bien sûr notre bon Kali Linux qui dispose de tous les outils nécessaires, donc Metasploit principalement, et les différents outils intégrés sur ce dernier. Donc on va essayer de détecter exactement où se situe la vulnérabilité au niveau de la mémoire, où le IP est exactement écrasé. On va essayer de développer notre exploit au niveau de Metasploit et de l'intégrer dessus. Sans plus tarder, le plan de la présentation est donc le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie directement par un lab, où on passera directement au coding d'exploit.
Donc, ce sera du pur pratique. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux pour vous qu'à la place, donc, que ce soit beaucoup de théorie et de blabla. Donc, c'est mieux qu'on passe beaucoup de temps à la pratique, donc en expliquant en même temps. Donc, il faut savoir que vous êtes en train de passer vers un niveau beaucoup plus supérieur qui consiste au coding d'exploit. Donc, on est en train de détecter, de provoquer des bugs, donc provoquer des buffer overflow, de crasher des applications. Ensuite, on devra calculer le buffer, calculer la jump, donc la récupérer, examiner le IP et le SP, enfin coder notre module, donc notre exploit au niveau de Metasploit. Donc, sachez que c'est un autre niveau. Donc, ce sera plus une introduction au coding d'exploit, puisque au niveau du module sur le reverse engineering, nous allons voir tout ça encore une fois ensemble. Nous allons revoir l'utilisation avancée d'Immunity Debugger qu'on va utiliser ensemble. On va aussi voir l'utilisation d'OliDBG, GDB, etc. Donc ça sera vraiment quelque chose de très très avancé. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en pratique. Une fois au niveau de Kali Linux et notre lab opérationnel, nos deux principales machines qui sont opérationnelles, donc la première chose à faire, c'est qu'on va essayer de calculer la taille du buffer, ou exactement trouver la localisation exacte du crash. Donc c'est une question qui est très très importante et qui est la base de ce qui va venir par la suite. Comment le faire? Donc on a pu revoir dans la première vidéo, donc en lançant des variables aléatoires, donc A, donc on avait l'UIP qui est écrasé avec des valeurs 41, 41, 41, qui est la valeur de A. Donc maintenant, nous allons essayer de voir exactement où se situe le problème, et ce, en créant un pattern, donc c'est ce qu'on appelle un pattern, afin de pouvoir trouver exactement où se situe le problème. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc on dispose d'un outil qui est vraiment très très intéressant. Donc c'est la première étape qu'on doit effectuer, qui est intégré au niveau de Metasploit. Donc on va se diriger vers User Share, Metasploit Framework. Ensuite, on va aller vers Tools et on va utiliser notre outil, donc le Pattern Create. Donc, je vais rapidement donc afficher le résultat directement au niveau de la console pour que vous puissiez avoir une idée propre donc de ce qui se passe exactement. Donc, ça va prendre juste quelques secondes pour la création des patterns. Le pattern ressemble donc à ceci. Donc, on va essayer d'injecter ce pattern au niveau de notre serveur cible, donc comme on l'a fait dans la vidéo au niveau du fusil, afin de trouver exactement où se situe, donc où le crash se situe. Donc, bien sûr, c'est par rapport à la création. Donc, la création du pattern se fait pas d'une manière aléatoire, bien sûr. Donc, la valeur qui va être retournée de l'offset, on va la repasser encore une fois à donc, par rapport, on va la repasser, pardon, à notre programme, donc le pattern offset. Donc, on va lui donner le pattern, le nombre d'éléments, et il va se charger de nous donner exactement là où l'offset se situe. Donc, là où le problème se situe. Donc, une fois fait, nous allons nous diriger vers donc Windows 7. Donc, c'est ce qui est utilisé pour nous maintenant. Donc, et on va se diriger vers là où on a mis notre programme, donc le main. Et on va lancer notre main.exe, donc notre petit serveur vulnérable au niveau du port 200. Donc maintenant que c'est fait, nous allons lancer Immunity Debugger et on va attacher le process de ce dernier. Donc voilà, on va cliquer sur donc Run pour lancer l'application. Et ce qu'on va faire, on va revenir vers notre application. Donc on va se diriger vers le bureau. Donc j'ai créé un fichier, donc pattern, qui est le suivant. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau d'un fichier TXT. Et je vais essayer de me connecter vers la machine donc cible. Donc on va juste revérifier l'adresse IP, on ne sait jamais. Donc c'est la suivante. On va revenir vers notre machine attaquante, donc le port 200, et on va spécifier le pattern dont on a parlé. Ensuite, on va lancer l'attaque. Automatiquement, on a provoqué le crash. Et comme vous pouvez voir, le IP a été écrasé avec la valeur suivante. Donc ici, on voit les valeurs qu'on a injectées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va
copier la valeur de cette IP, donc la valeur de contenu dans le registre, et on va se diriger vers notre outil, donc l'outil dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est pattern offset, donc qui est aussi au sein du chose, donc c'est le suivant. Et l'utilisation de cet outil reste vraiment très très simple. Donc il suffit de copier l'adresse de l'offset ainsi que le nombre. Donc lors de la création, vous avez spécifié un nombre de caractères créés. Donc pour moi, j'ai spécifié pour le pattern 600 et il devrait vous retourner l'adresse exacte de l'offset, donc qui est 516 dans ce cas-là. Donc ce qui est parfait pour nous. Donc on a pu récupérer exactement le nombre de bits qui est demandé, qui est nécessaire afin de provoquer le crash. Donc c'est vraiment le point le plus important à partir de là. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très facile de trouver cette valeur-là. Donc maintenant que c'est fait, il nous faut maintenant trouver la jump address. Donc, on ne peut pas directement utiliser un shellcode au niveau de l'écrasement de la valeur de l'EIP. On a besoin de créer un jump, si on veut, vers un fichier qui est externe. Donc, on va pointer vers ce dernier et le shellcode, bien sûr, il sera au niveau de ce dernier afin de pouvoir manipuler euh, l'écrasement de cette valeur de l'IP, donc afin de pouvoir exécuter notre shellcode et lancer ce qu'on veut au niveau de la cible. Donc, insérer principalement c'est des shellcodes, codes malveillants, donc principalement, etc. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est on va aller revenir vers donc on est vers Unity Debugger, on va aller vers View et module exécutable afin de pouvoir lister les modules qui sont utilisés par le main. Donc on va se diriger directement vers un module qui nous sera intéressant dans ce sens, qui est le user32 comme on l'a spécifié tout à l'heure. Donc on va essayer de chercher au niveau de ce fichier, donc user32 DLL. Donc on va essayer de chercher l'adresse, le registre ESP. Donc comment on effectue les jumps. Donc on va venir ici et vous pouvez juste effectuer un CTRL F et chercher jump ESP. Ensuite on va cliquer sur Find et vous serez directement dirigé vers cette adresse-là. Donc il faut bien noter l'adresse suivante. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on va copier cette dernière, donc copy to clipboard, et on va la spécifier elle aussi au niveau donc, de notre pense-bête. Donc maintenant que c'est fait, le but est donc de pointer l'UIP vers cette adresse-là. Donc cette adresse jump qui sera linkée au registre USP. Donc après, on va pouvoir injecter notre shellcode pour pouvoir prendre le contrôle de toute l'application. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus clair, mais aussi de plus en plus intéressant. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'examiner l'UIP et confirmer exactement que le IP a été écrasé en utilisant donc les 516 bits. Donc vérifier cet offset là, donc si c'est correct bien sûr ou pas, et si on va pouvoir écrire au niveau de cette dernière. Donc le but est d'écrire des caractères par exemple de type donc A. Donc A tout à l'heure c'est ce qu'on avait utilisé, donc on va utiliser du B afin de pouvoir écraser la valeur de l'IP est retrouvée les 42, 42, 42 au niveau de cette dernière. Donc si ça le fait, donc on va savoir que donc ce sera une confirmation que qu'on a pu écraser le IP et que la taille de ce buffer est exactement correcte. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Afin d'examiner cette valeur de l'IP, donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va fermer Unity Debugger, fermer notre petit programme et on va essayer de le relancer. Donc main.x et la valeur 200. Ensuite, on va relancer Unity Debugger et on va faire un attache de notre process. On va lancer le run, donc ce qui est parfait pour l'instant. Donc tout est OK, tout est parfait.
et on va se diriger vers notre machine. On va créer un petit script en Perl appelé donc exam EIP. Donc ce sera un script Perl. Donc je vous ai déjà préparé le script. Donc le script est donc le suivant. Donc on va charger donc la taille du buffer dont on a parlé tout à l'heure, donc les 516 bits donc concernant l'offset, et la valeur de l'IP qu'on veut y mettre, c'est les 42. Donc 42 pour B. Donc si on retrouve cette valeur au niveau de l'IP, donc ça va confirmer que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant correct. Ensuite, la target address, donc pour la cible, donc l'adresse IP de la machine cible, le port, le protocole, et ensuite on va utiliser les différentes combinaisons donc, au niveau du Perl. Donc c'est des commandes au niveau du Perl concernant les sockets, donc de connexion envers la machine cible. Donc si vous êtes intéressé par le Perl, donc je vais encore une fois vous laisser un document qui est intéressant au niveau des ressources, si vous voulez apprendre beaucoup plus, orienté Perl. Donc c'est juste un petit script que vous pouvez utiliser aussi à vous tout seul, et bien sûr vous pouvez améliorer vos compétences en termes de Perl tout au long donc de votre formation. Donc c'est un petit peu de la base. Donc le script, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer d'injecter cette valeur au niveau de l'EIP à la place des multiples A. Bien sûr vous pouvez coder vos propres scripts en Python ou encore en Ruby. Donc c'est juste pour changer un peu. Donc j'essaie de vous donner le maximum de ressources possible. Donc maintenant que c'est fait, nous allons donc donner les droits d'exécution à notre fichier donc exam donc pour l'examination de l'EIP, et on va lancer ce dernier. Donc voilà. Donc une fois qu'on est revenu au niveau du Unity Debugger, on trouvera ici donc les valeurs de B donc qu'on a insérées. Donc c'est vraiment parfait, donc c'est ce qu'on voulait depuis le début. Donc maintenant que c'est fait, nous allons essayer d'injecter des informations au niveau de l'ESP pour voir ce que ça donne. Il faut juste savoir que vous pouvez aussi manipuler sans pour autant utiliser Unity Debugger. Donc vous pouvez encore une fois juste lancer le serveur comme je viens de le faire et revenir vers le petit programme qu'on a écrit et lancer ce dernier. Donc je vais le lancer tout de suite. Donc une fois revenu vers Windows 7, donc je vous ai préparé un petit script qui va vous aider à vérifier par rapport à l'adresse qui est insérée au niveau de l'ESP. Donc si ça se passe assez bien, donc on va reprendre l'ancien script donc dans tous les sens, sauf qu'on va ajouter pendant l'ESP donc une valeur que vous voulez tester. Donc dans ce cas, c'est le caractère C en ASCII. Donc vous pouvez l'ajouter et envoyer ceci au serveur. Donc vous pouvez après vérifier avec Unity Debugger que c'est bien ceci. Donc maintenant qu'on a découvert tout ça et qu'on a tous les éléments prêts afin d'utiliser, donc de coder notre exploit, donc à la place de coder ça pas à pas, donc je vous ai déjà préparé l'exploit. Donc on aura tout d'abord bien sûr besoin donc je vais juste vous expliquer rapidement le truc, après vous pouvez tester, et si vous avez des questions vous pouvez revenir vers moi quand vous voudrez. Donc là, on commence par appeler donc la librairie MSF Core qui contient tous les éléments nécessaires au fonctionnement de notre exploit. Ensuite, on va utiliser la classe Metasploit. Donc, c'est un exploit qui est en remote et qui est en TCP. Tout d'abord, on va appeler la classe d'initialisation, donc initialize, et on va donner les informations concernant cet exploit, telles que le nom, la description de ce dernier, l'auteur, les options par défaut aussi, donc c'est très important. Donc on va spécifier par rapport à la fonction d'exit, donc process par défaut, parce que si on a le process pair qui existe, ça va normalement automatiquement redémarrer le programme. Ensuite, on passe au payload, donc qui contient les caractères, donc les espaces et les bad characters, donc les bad chars comme on les appelle. En guise de rappel, les bad characters concernent les caractères qui sont susceptibles de faire faillir donc l'exécution de notre programme. Donc ça va donc nous empêcher d'exécuter notre shellcode, d'exécuter notre payload, donc qui est par exemple l'utilisation d'un shell ou encore meter-preter. Donc ce qui serait parfait, c'est de rechercher le payload qu'on veut utiliser et d'utiliser donc
Donc d'y injecter directement les caractères qui sont susceptibles de faire faillir donc l'exécution de ces derniers. Donc il faut juste savoir aussi qu'on guise d'informations. Donc parfois il y a un certain espace avec entre l'EIP et l'ESP, donc il faut créer une nouvelle variable avec des données aléatoires. Donc c'est un petit espace qui est entre les deux afin de linker entre les deux si on veut. Donc on va remplir cet espace entre l'EIP et l'ESP avec des bits qui sont aléatoires. Donc comme ça, on va pouvoir exécuter notre shellcode d'une manière parfaite. Donc il faut savoir aussi que la variable space qu'on a là, donc qui est au niveau des payloads, détermine l'espace pour le shellcode. Donc l'espace où le shellcode va être loadé au niveau de la mémoire. Donc si le payload est large et l'espace alloué est moins que celui du shellcode, cela ne va pas pouvoir s'exécuter. Donc le shellcode doit être aussi petit que possible. Donc on va voir plus tard des exécutions donc au niveau du module Reverse Engineering, de l'utilisation de payload, donc de shellcode. Donc par exemple on a quelques exécutions telles que Love Bion qui est extrêmement intéressante et qu'on va découvrir toutes dans le module concernant Reverse Engineering. Donc, on peut vraiment avoir des situations comme donc on aura par exemple 300 d'espace alloué, mais le shellcode est au minimum quand il y a 300 bits bien sûr, et le shellcode est de taille 800 bits par exemple ou 900. Donc dans ce cas, cela ne va pas s'exécuter puisque l'espace qu'on lui a alloué est beaucoup moins que sa taille exacte. Donc vous trouverez bien sûr au niveau des ressources quelques petites informations qui sont vraiment très intéressantes et qui concernent ce dernier. Ensuite, vous aurez à définir la plateforme sur laquelle s'exécute l'exploit et les targets, donc nos cibles. Ce qui est le plus intéressant maintenant, c'est l'adresse du jump, donc la return address qu'on a pu récupérer tout à l'heure dans les modules exécutables en utilisant Immunity Debugger et qui nous aide donc à jumper vers l'ESP. Ensuite, on a l'offset exact donc qu'on a pu récupérer tout à l'heure grâce à la commande donc pattern offset. Donc maintenant qu'on a pu parler de tout ce qui est éléments de base, donc juste pour ne pas oublier pour donc une liste d'informations, donc les default target comme 0, donc ça indique que c'est du Windows XP. Donc après il faut faire un set au niveau du port, donc le port 200 qu'on est en train d'utiliser, etc. Donc maintenant on va directement passer vers la zone de l'exploit, donc qui est la plus intéressante concernant l'exploitation. Donc maintenant qu'on est familier avec la fonction de connexion, donc la fonction connect, parce que quand même elle est utilisée lors de plusieurs modules auxiliaires. Donc on va passer à la prochaine commande, donc qui nous permet donc de créer les 516 knobs. Donc il nous permet de générer des knobs, donc des adresses de next operations, autant qu'on veut. Donc dans ce cas c'est 516. Donc c'est le nombre de bits afin de provoquer le bug exactement. Et on va stocker ces knobs, donc ces variables, au niveau de la variable buffStaff. Donc c'est exactement la même procédure qui a été suivie au niveau du script PL qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc la seule différence c'est qu'à la place d'envoyer des A, donc on va envoyer des adresses NOPS. Donc ensuite on va créer une variable appelée overflow query, donc qui va se charger de créer donc cet overflow si on veut, donc ce débordement quand on est en train de parler de débordement, donc et qui va stocker donc les knobs suivi par l'adresse jump de l'ESP dont on en parlait tout à l'heure. Et donc ensuite on va redonner donc 50 knobs afin de camoufler n'importe quelle irrégularité entre l'UIP et l'ESP, donc les adresses dont on a parlé tout à l'heure. Et on va ensuite envoyer notre payload, donc qui est sous format, notre shellcode pardon, qui est sous format de payload, bien sûr qui sera encodé. Donc maintenant quand vous avez, donc ensuite bien sûr on va envoyer
notre query, donc notre requête, et on va attendre le temps de retour. Donc maintenant que vous avez pu découvrir ce genre d'exploitation, donc maintenant vous pouvez directement utiliser ce dernier au niveau de Metasploit, donc comme on l'a vu pour l'insertion d'exploits, et vous pouvez maintenant vous amuser à tester, à développer vos propres exploits petit à petit. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir brièvement le développement d'exploits sous Metasploit. Donc le but était principalement de l'insertion d'exploits sous Metasploit et c'était une petite introduction au développement d'exploits qu'on va pouvoir découvrir plus en détail au niveau du module de Reverse Engineering. J'espère que cela a été lucratif pour vous. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur... Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, donc la dernière sur ce chapitre concernant le développement d'exploits sous Metasploit. On essaiera de bypasser la SEH. Donc on va tout d'abord bien sûr comprendre qu'est-ce que le SEH, donc SEH pour Structured Exception Handling, mais on va aussi essayer d'analyser les erreurs qui se passent donc en utilisant Immunity Debugger et pouvoir écrire un module qu'on va insérer directement parmi les modules de Metasploit. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction. Directement, on va passer vers un lab. On mettra en pratique ce dont on a parlé et on va essayer de bypasser le SEH d'une manière 100% pratique et on va sortir des cours traditionnels en sécurité qui restent plus dans un but théorique. Donc on va essayer de faire ça ensemble et étape par étape. Donc il faut savoir que SEH pour Structured Exception Handling et c'est elle qui gère toutes les exceptions concernant l'OS. Donc bien sûr il faut savoir qu'on a deux types d'exceptions, donc les exceptions hardware et software. Donc les exceptions hardware, donc c'est des exceptions qui sont effectuées par le CPU. Par contre, pour l'exécution de quelques instructions, l'accès invalide à la mémoire, à des adresses mémoire, etc. Il y a aussi les exceptions orientées software qui sont initiées par le programme et l'application qui sont en train de tourner. Donc l'exception, le Structured Exception Handling, ou donc pour les SEH, c'est un mécanisme pour gérer les deux types d'exceptions et éviter que le programme ne crache. Donc, mais bien sûr, c'est une protection qui reste assez intéressante, mais malheureusement qui est bypassable. Et le but, vous me direz, donc le but principal est la réécriture dans le bloc SEH qui gère les exceptions. Donc, et puis pouvoir bien sûr insérer des shellcodes ou encore des instructions malveillantes, etc. Donc, dans notre cas, par exemple, en insérant au niveau de Metasploit, on pourrait y injecter par exemple des payloads tels que Meterpreter, etc. Sans plus tarder, on va passer directement vers la pratique, on va découvrir tout ça ensemble. Une fois au niveau de votre serveur ou bien de votre système d'exploitation Windows, donc on s'est basé sur une application qui est vulnérable, donc un buffer, donc qui est EasyChat Server. Donc vous trouverez le lien d'installation au niveau des ressources. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une application extrêmement simple de chat. Donc c'est la version 2.2 qui est vulnérable. Donc la 2.2 pardon et la 2.5. Donc les deux sont vulnérables. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de crasher cette application. Donc on va essayer de voir s'il y a un crash. Donc tout d'abord on va essayer de voir s'il y a une vulnérabilité au niveau de cette dernière. Tout d'abord, il faut bien comprendre le fonctionnement de l'application. Donc, on va ouvrir le navigateur et on va nous diriger vers l'adresse qui est spécifiée ici. Donc, on va faire un petit copier. On va venir dans notre navigateur et on va coller. Donc, nous serons directement redirigés vers la page suivante. Donc, on va rentrer un nom aléatoire. Donc, par exemple, comme mot de passe, je sais pas, on va mettre donc, et on va spécifier ouais, et on va choisir une room pour chatter, juste simplement pour voir ce que ça donne. Donc, en cliquant, ce qui nous intéresse le plus, c'est le lien suivant. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de chercher si l'application va pouvoir cracher un certain moment. Donc on va essayer de donner donc des valeurs aléatoires, donc autrement dit du fusil, donc pour voir si l'application va cracher. Donc on va se diriger maintenant vers notre Kali Linux.
une fois au niveau de Kali Linux, on va créer un petit script en Ruby rapidement. Donc, on va créer le fichier grâce à gedit. On va donner le nom du fichier, donc fuzz.rb. Donc, ce qu'on va faire ici, donc tout d'abord, c'est qu'on va appeler les différentes librairies dont on aura besoin. Donc, on aura besoin de la librairie HTTP, de la librairie URI aussi, donc pour appeler les librairies comme on l'a découvert en Ruby. Donc il faut taper require et les sockets bien sûr. Donc ensuite on va créer une variable appelée buffer. Donc, et on va lui donner la valeur suivante. Donc disons que on va d'abord tester avec 500 valeurs, donc afin de pouvoir tester le crash au niveau de l'application. Et on va ensuite créer une autre variable appelée cible où on va donner donc l'URI de cette dernière de notre cible. Donc dans notre cas, donc c'est le 1, donc http bien sûr 2.//192.168.133 et 223. Donc maintenant que c'est fait, nous avons spécifié la cible, nous allons créer une variable, donc réponsée, qui contiendra les réponses. Donc voilà, ce sera de l'HTTP et on va spécifier donc notre cible .host au niveau du port 82. On va ouvrir une petite accolade. On va spécifier tout d'abord que c'est de l'HTTP et ensuite on va effectuer une requête GET au niveau du lien dont on a parlé tout à l'heure. Donc on va essayer de le récupérer encore une fois. Donc voilà, on va copier ce lien là, on va revenir vers notre machine et on va se débarrasser de l'HTTP. On va laisser juste le chat, donc le username on va l'enlever et on va le remplacer vers la valeur donc le buffer, la variable buffer qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite on va bien sûr changer aussi le password. Encore une fois on va y mettre le buffer, et pour la room et le sexe de la personne, donc c'est pas très intéressant pour nous, donc on va laisser comme ça et on va fermer l'accolade. On va ensuite mettre un puts, donc pour afficher la pente, c'est pensé .body. Donc vous pouvez faire ceci ou bien juste donner un petit message, donc comme buffer envoyé. Donc maintenant que c'est fait, on va enregistrer. On va donner les droits d'exécution à fuzz.rb, comme vous pouvez le voir. Et avant de lancer donc ce dernier, on va se diriger vers notre application. Donc avant de la lancer, on va lancer Immunity Debugger. Donc on va relancer notre application, try it. Donc on va utiliser juste la version d'évaluation. Et au niveau d'Immunity Debugger, donc on a déjà pu découvrir quelques éléments de ce dernier dans les précédentes présentations. Donc on va choisir attache, donc on va attacher le lancement de EasyChat avec donc Immunity Debugger. Donc une fois que c'est fait, donc on a ici la petite vue au niveau du process, donc du CPU, et ici c'est ce qui est SE Handler, donc ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour y arriver, vous pouvez cliquer sur Alt S ou bien aller ici et choisir donc SEH Chain. Donc c'est mieux de naviguer avec les petits raccourcis. Donc Alt C pour revenir pour le CPU, ou ici bien sûr encore une fois. Donc maintenant que c'est fait, nous allons essayer de lancer le programme pour voir ce qui se passe au niveau d'Immunity Debugger. L'application a crashé, mais sans pour autant l'écrasement de la valeur de l'UIP. Donc vous pouvez naviguer vers SOS Chain, donc pour voir ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc vous avez l'entrée qui est corrompue. Donc comme vous pouvez voir, donc les SOH Handler a stoppé donc comme vous pouvez le voir, donc le rôle du SEH,
Maintenant, maintenant, nous pouvons contrôler n'importe quelle valeur au niveau du handler SEH. Donc, il a été, donc on va spécifier le terme en anglais, overridden, écrasé si on veut avec les valeurs de l'information qu'on a passée. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer de bypasser CTE, SEH et d'y insérer des valeurs donc de notre champ. Juste pour en guise de test bien sûr, mais après on va pouvoir effectuer, donc on va créer un petit exploit au niveau de Kali afin de pouvoir contrôler comme on veut le bloc SEH. Donc maintenant nous allons nous diriger vers Kali Linux. Il faut savoir que pour bypasser le SEH, on aura besoin de charger une valeur customisée au niveau du header SEH. Maintenant, on va reparler de tout ce qui est pattern create et pattern offset qui nous permettent donc, on a besoin de créer un pattern de 500 éléments et ensuite envoyer cette valeur. Donc la valeur du registre IP déterminera exactement le nombre de bits, donc le nombre de bits qui est requis afin d'écraser et de bypasser le SEH. Donc on va se diriger vers le dossier user, ensuite share, ensuite on va se diriger vers le dossier de Metasploit, tools. Donc une fois fait, on aura tout ce dont on aura besoin, donc les patterns create et les patterns offset. Donc on va voir de combien on aura besoin de combien on aura besoin concernant la pattern vis-à-vis l'offset. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va lancer pattern offset. On va donner une valeur à l'offset, donc 6, 8, 4, 1, 3, 3, 6, 8. Donc voilà, ça va nous donner exactement ce dont on a besoin. Donc l'offset exact, donc qui est 220. Donc maintenant qu'on a spécifié l'offset qu'on doit utiliser, donc la valeur qu'on doit choisir c'est 220. Donc maintenant on a pu récupérer la valeur de l'offset. Donc maintenant donc c'est 220. Donc on va enlever 216 bits donc qu'on va spécifier au A et ensuite on va spécifier donc les 4 autres bits, donc on va ajouter deux autres variables donc qu'on va essayer d'injecter au niveau de cet offset. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc bien sûr il faut savoir qu'il existe une autre possibilité par le script Python. Donc il existe Ruby pardon, il y a un script Python qui est tout aussi intéressant, donc que je partagerai avec vous aussi. Donc on va utiliser aussi, donc juste pour changer un peu et pas rester toujours dans dans le même cas. Donc ce qu'on va faire, on va créer une variable hack, donc, et on donnera les valeurs suivantes. Donc, il faut toujours spécifier l'anti-slash, donc il faut vraiment pas se tromper. Donc on va essayer de réécrire avec les valeurs qu'on veut. Donc si ça marche, tout sera parfaitement comme on le voudra. Et on rajoute une dernière. Donc voilà. Et on va rajouter hack 2. Donc une autre variable. x44 fois 100. Donc maintenant qu'on a les valeurs qu'on veut, donc on va revenir vers la dernière valeur donc pour des tests. Et on va créer donc on va donner pour la première valeur 216 comme on l'a spécifié. Donc on a dit 220 et on va retirer 4 bits qu'on va remplacer par les valeurs qu'on veut. Donc pardon, juste 41 fois 216. On va concaténer avec la première et la deuxième valeur dont on a parlé. Juste ici, j'ai oublié qu'il faut faire ça. Voilà, c'est parfait. On va enregistrer. Donc c'est un script qui fait à peu près la même chose. On apporte la librairie des sockets.
On va créer un socket de connexion pour l'adresse suivante. Donc le port cible est le port 80. Donc on va donc donner les valeurs avec lesquelles on veut écraser donc les switch handlers. On va spécifier donc la requête get qu'on a pu récupérer tout à l'heure, ajouter un buffer, nous connecter avec le socket, l'envoyer et spécifier l'envoi de cette dernière. Donc bien sûr les 216 bits comme on a dit, donc on a ici l'offset exact est 220 et on a retiré donc ces 216 et on en a retiré 4 afin de les remplacer par les valeurs dont on a parlé. Donc maintenant que c'est fait, on va fermer et on va revenir vers notre Windows 7. Donc on va refermer, on va réouvrir encore une nouvelle session donc, au niveau de EasyChat Server puisque tout à l'heure l'application a bugué. Donc on va attacher cette dernière. Voilà, EasyChat, attach. On va charger donc tout ce qui est pros. Donc voilà, CPU. Et on va revenir pour lancer notre script chat.rb. Et on va revenir vers notre application. Et voilà, donc on va ouvrir donc le Selection Handler et comme vous voyez, on a pu réécrire avec les valeurs qu'on veut. Maintenant qu'on a pu réussir notre exploitation, donc l'écriture au niveau du SEH Handler, il nous faut retrouver l'adresse qui est extrêmement intéressante, qui est l'adresse du pop-up return. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller vers View, aller vers le module exécutable. Donc on remarque les trois modules qui concernent le EasyChat, qui sont les suivants. Donc on va aller vers le SSLEA 32. Donc maintenant que c'est fait, nous sommes au niveau de la mémoire. Donc maintenant, il nous faut retrouver l'adresse exacte du pop-up return. Donc il vous faudra chercher, vous pouvez soit chercher avec votre curseur ou vous pouvez faire des CTRL F. Donc ça marche parfaitement bien jusqu'à trouver la bonne valeur. Donc pour moi, donc j'ai déjà préparé, donc j'ai déjà trouvé la valeur, donc qui est la suivante. Notre pop-up return, donc comme vous pouvez le voir, donc il faut prendre en considération donc cette valeur là, donc il faut copier cette dernière donc au clipboard et on va ouvrir un pense-bête et on va la mettre dessus. Donc c'est très important cette adresse là et qui nous sera très utile lors de l'écriture de notre exploit. Donc maintenant que c'est fait, on va aller vers notre exploit et on va l'écrire. Pour ne pas vous ennuyer avec la réécriture de l'exploit ligne par ligne, donc il est déjà préparé. Vous le retrouverez bien sûr au niveau des ressources, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les explications. Donc on va pas se focaliser sur les informations d'ordre général, donc les informations sur l'exploit. On va directement passer à la définition de ce dernier. Donc la première adresse est l'adresse, donc la jump address qui va stocker les informations des instructions machines qu'on a pu, les instructions machines pardon, dont on n'a pas pu parler dans les précédentes, donc dans les précédentes la présentation précédente. Donc les valeurs donc x, eb et x06 donc définissent les short jump dont on a parlé et les x90 spécifient le nombre, donc la dénotation du nombre de padding qu'il faut faire. Donc dans ce cas c'est du 4 bits. Ensuite on a la pp address. Donc la pp address concerne le pop-up return. Donc le pop-up return dont on a parlé ici, donc qui est le suivant. Donc c'est celui qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir. Donc voilà la première valeur. Donc bien sûr encore une fois c'est A2 B9. Donc il faut changer donc les ordres, donc A2, B9, etc. Ensuite, on va lancer notre exploit comme on l'a fait au niveau de notre script, aussi bien Ruby que Python. On va envoyer notre requête. Donc, comme on l'a spécifié, donc les 216, vous savez déjà ce que c'est, parce qu'on avait 220 l'offset exact, et on en a retiré 4 pour ajouter donc nos informations et notre
payload. Donc bien sûr, vous pouvez ajouter n'importe quel payload que vous voulez, donc les instructions aussi bien, donc n'importe quelle instruction que vous voulez dans l'instruction malware, mais on va se focaliser sur les payloads orientés Metasploit pour ne pas sortir du cadre de notre travail. Donc voilà pour l'instant. Donc on a pu coder notre petit exploit. Donc on va enregistrer. Le module codé, vous devrez le transporter vers le dossier modules dans Metasploit Framework Exploits. J'ai créé un dossier SEH spécialement pour ça, donc c'est ce dernier. Donc on va essayer de l'appeler depuis Metasploit en utilisant, donc on va entrer directement bien sûr au niveau de Metasploit en utilisant MSF console. Ensuite on va essayer d'utiliser notre exploit donc rapidement. Donc on va bien sûr utiliser le reload all afin de charger tous les modules qui ont été recharger tous les modules qui ont été rajoutés. Ensuite, on va essayer de l'utiliser grâce à la commande use exploit. Donc voilà, SOH et le nom de ce dernier. Donc en tapant à fond, vous aurez toutes les informations concernant votre exploit, donc tout ce que vous avez rentré comme information. Donc on va juste prendre un petit exemple. Par exemple, on va faire un set host, donc un 9.168.133.223. Le port reste bien sûr le même, donc on va essayer de spécifier le port 82 donc pour le airport. Et bien sûr, il vous faudra faire un set du payload. Donc on va utiliser notre préféré qui est meterpreter, donc bint tcp. Donc c'est vraiment extrêmement simple et voilà, vous avez votre exploit et vous pouvez maintenant exploiter, insérer vos informations. Donc vous pouvez voir maintenant rapidement qu'on a pu faire comme pour passer d'un buffer overflow, donc un exploitant donc passant le SEH écrit pour écrire dans le handler et ainsi pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Donc le but bien sûr encore une fois n'est pas le reverse engineering, l'analyse etc. Donc c'est juste de voir le coding de module au niveau de Metasploit. Donc je le rappelle, l'écriture d'exploit orienté Metasploit. Nous aurons un module spécialisé dans le reverse engineering dans ce qui vient. Donc et voilà. Si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui concerne les exploits SEH, vous pouvez visiter le lien suivant. Vous pouvez juste attendre le temps de la préparation de la formation concernant les failles applicatives. On va essayer d'aller plus en détail, plus profondément dans ce sujet-là. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir le principe du SEH, mais aussi le bypassement de ce dernier et le coding de modules d'exploit basés sur SEH au sein de Metasploit. Donc le but, rappelons que ce n'est pas de la compréhension de ce genre de vulnérabilité ou l'exploitation via l'analyse via Immunity Debugger ou autre. Donc le but c'est de coder un module, donc d'aller from the bottom, donc from scratch. Donc on est là en train de tester des vulnérabilités BOF, donc basées sur SEH. Donc on a pu passer, coder un module sous Metasploit à partir d'un exploit donc, qui nous a permis de crasher l'application. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.